Pour rester avec nous, l'info c'est clair continue avec un sujet beaucoup plus léger, mais néanmoins sérieux, c'est le Louvre qui est vétuste. Le Louvre qui est dépassé par l'afflux de visiteurs au point qu'Emmanuel Macron s'est emparé du sujet. Le président de la République se rendra cet après-midi dans le musée du Louvre pour y faire des annonces à 15h30. On en parle avec nos invités juste après ce sujet de Mathieu Rio. C'est un lieu surfréquenté, de moins en moins adapté à l'afflux massif de visiteurs, près de 9 millions par an, et de plus en plus vétuste. Sur les murs ou au plafond, ces fissures, avec parfois des infiltrations d'eau. J'ai vu les plafonds surtout. C'est vrai qu'il est vieillot, hein, mais les travaux, ça coûterait une fortune. C'est vrai que c'est inquiétant, quoi. Ça pose question. Des dégradations reconnues par la présidente du musée, Laurence Descartes, dans une note confidentielle du 13 janvier, où elle alerte la ministre de la Culture. Une multiplication d'avaries dans les espaces du musée, parfois très dégradés. De quoi menacer la conservation de certaines œuvres et rendre l'émission du personnel plus difficile. On a des régisseurs qui ne peuvent pas faire leur travail convenablement, ils ne peuvent pas prendre les monts de charge parce qu'ils sont cassés, donc ils sont obligés de faire des déports de charge. Quand on a une statue qui fait 2 à 3 tonnes et qu'on nous dit « vous ne pouvez pas prendre l'ascenseur, vous devez prendre des escaliers », au niveau planification des travaux, étant donné que nous ne sommes fermés que le mardi, c'est catastrophique. Pour rénover le musée le plus visité au monde, un chantier immense s'annonce, mais son financement reste un mystère. Le gouvernement l'assure, aucune rallonge budgétaire ne sera accordée. Nos invités, Didier Rickner, vous êtes historien de l'art, vous êtes directeur de la rédaction de la tribune de l'art.com. À lire votre article « Le Louvre en péril, si oui, à qui la faute ?» Votre livre « Notre-Dame, une affaire d'État », c'est aux éditions Les Belles Lettres. Linda Lenné, vous êtes rédactrice en chef de l'Éco-Touristique. Bonjour, votre livre « Voyage au pays du surtourisme, une menace, des solutions », c'est aux éditions de l'Aube. Et on retrouve justement en Skype Jean Viard. Bonjour Jean Viard, vous êtes sociologue, directeur de recherche au CEVIPOF CNRS. Votre livre « L'an zéro du tourisme », c'est aux éditions de l'Aube également. Merci de participer à cette émission en direct. Didier Rickner, d'abord, votre regard sur le musée du Louvre et à lire les unes de presse ce matin des différents journaux, on a l'impression qu'il n'y a pas que le Louvre qui est en piteux état. Je vous cite l'Alsace qui dit « Ces musées mal conservés faute d'entretien » ou encore l'Est républicain, les musées ont besoin d'un coup de jeune. Ça dépend des musées. Il y a des musées très bien tenus, avec des mairies qui s'occupent de leurs musées, avec des conservateurs compétents, etc. Et puis il y en a d'autres où les musées sont un peu à la dérive, c'est vrai. Donc on ne peut pas généraliser tous les musées en France. Le Louvre, pour ne parler que de lui, si on parle de lui, est un musée qu'on n'a pas plaisir à visiter, ça c'est clair. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de monde dans certains endroits, enfin la salle de la Joconde, la Grande Galerie, c'est infernal d'y aller. Alors que d'autres endroits, alors en revanche, il n'y a personne, par exemple au 2e étage de la cour Carrée, où on trouve Rembrandt, Vermeer, pas les moindres peintres, il n'y a pas grand monde. Mais même là, on ne peut pas s'asseoir devant un tableau. Il n'y a pratiquement pas de siège, en tout cas de siège confortable. Pour arriver jusque-là, c'est compliqué parce qu'on a fait forcément, enfin ceux qui payent, moi j'ai la chance de ne pas payer et de faire je suis ami du Louvre, hein. Tout le monde peut le faire et passer par une entrée à part. Mais ceux qui font la queue, les touristes, etc., ils ont mis beaucoup de temps pour arriver là. Donc il y a certainement des choses à faire, ça c'est certain. Est-ce que c'est la solution ou les solutions qui vont être proposées ? Je n'en suis pas complètement sûr, on verra. Linda Lenné, le Louvre, c'est un passage obligé pour les touristes, alors j'allais dire étrangers ou bien ceux qui viennent également, les Français qui viennent visiter la capitale ? Le musée du Louvre, c'est un peu un incontournable. On le disait à l'instant, c'est le premier musée au monde. Et c'est vrai que 3 visiteurs sur 4 sont étrangers. Donc il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de Français. Et comme on le disait un peu plus tôt, le musée est finalement victime de son succès. Lorsque l'ancien président de la République, François Mitterrand, a inauguré la pyramide du Louvre, finalement... Il y a 40 ans. Hein. Il y a 40 ans, en 1989, le musée était censé accueillir jusqu'à 4 millions de visiteurs. Là, nous sommes à 9 millions de visiteurs par an. Et effectivement, il y a des goulets d'étranglement autour de la Joconde, mais également à l'entrée. Et c'est la raison pour laquelle Laurence Descartes, la présidente, dès sa nomination, avait dit qu'il serait bon d'envisager une 2e entrée pour éviter justement cette file d'attente qui déjà commence mal pour la visite. Et c'est vrai que le parcours, là aussi, devrait être réinventé avec de nouveaux imaginaires parce que parmi les incontournables,
il y a la Joconde. Et en fait, ne pas voir la Joconde, ne pas la prendre en photo pour ensuite la poster sur Instagram, c'est quelque part rater sa visite du musée du Louvre. Rater. Alors, on va revenir sur la Joconde, mais juste une question. D'abord, Jean Viard, votre regard sur ce musée du Louvre en péril et votre regard d'ailleurs sur le fait que le chef de l'État ait décidé de s'emparer de ce sujet. Ça suscite la controverse en disant de quoi se mêle-t-il C'est la Libération qui dit Macron crie au Louvre, avec un petit jeu de mots, bien sûr. Oui, le titre est assez bon d'ailleurs. Mais non, mais attendez, le président de la République qui défend les grandes œuvres nationales, c'est quand même c'est son job. Il ne faut pas râler sur n'importe quoi. Après, il a vu que ça va très bien marcher pour Notre-Dame de Paris. Il faut dire qu'il y a une urgence absolue. S'il pouvait recommencer la même chose, je veux dire, à un moment, ça marquerait aussi son patrimoine. Mais moi, je veux dire une chose toute simple. Si vous prenez l'économie du tourisme et l'économie de la culture, vous êtes de très loin dans le premier secteur français. D'économie, d'emploi, etc. De très loin. On doit être 16-17% de l'emploi. Et si vous voulez, ce qui est surprenant dans ce pays, c'est que c'est une source de richesse énorme. On vient de franchir la barre des 100 millions de touristes étrangers en France. Donc ça devrait être le moteur de développement économique. Et on n'arrête pas de râler. Sur Touring, c'est pas en état, il n'y a pas d'argent. Oui, d'accord, il n'y a pas d'argent. Mais pourquoi on ferme à 6h le samedi, le dimanche, le lundi? Pourquoi c'est pas ouvert jusqu'à minuit, etc., etc. Et pourquoi, si vous voulez, on a des prix d'une place de cinéma pour quelque chose où on peut rester toute la journée? On l'a dit tout à l'heure, on peut pas s'asseoir, on peut pas faire la sieste. Il y a des musées, on peut faire une petite sieste. Il y a des musées, on peut partout avoir un petit bar. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on considère la culture comme un patrimoine, ce que c'est une merveilleuse idée, mais alors que c'est aussi un business. Et qu'à un moment, c'est des très grandes entreprises qui devraient être intégrées dans un immense ministère du tourisme et de la culture, qui serait porté qu'après qu'on ait des conservateurs, bien sûr, pour leurs compétences artistiques, il n'y a pas de discussion là-dessus, mais la pensée globale du Louvre, comme immense, c'est un peu comme l'aéroport de Paris, le Louvre, en fait. C'est la même fonction sociale, à peu près, la même organisation, et ça doit être géré à peu près de la même manière. Didier Rickner? Alors, pour répondre à Jean Viard, ça ferme à 18h le Louvre? Oui, alors le Louvre ferme à 18h et on évacue les salles à partir de 17h30. Alors deux soirs par semaine, il y a des nocturnes jusqu'à 21h, mais une partie du Louvre n'est pas ouverte. Il faut effectivement ouvrir davantage le Louvre. C'est un des moyens qui ça permettrait de répartir les flux. Les gens, au lieu d'être obligés de venir, les Parisiens par exemple, ils peuvent pas venir après 18h. Pourquoi ne le fait-on pas? On ne le fait pas, je pense, parce qu'il faut du gardiennage, donc ça coûte de l'argent. Mais on y reviendra peut-être. Le Louvre a de l'argent, en grande partie. Et effectivement, la culture, les musées, c'est une source de richesse énorme. On pourrait faire payer un peu plus, Jean Viard. Alors, je ne sais pas si vous parliez de Notre-Dame, mais on avait eu cette polémique au sujet de Notre-Dame. Quand vous allez visiter Westminster à Londres, c'est 35 € l'entrée. En France, c'est gratuit, Notre-Dame. J'étais venu sur ce plateau pour notre émission pour discuter, pour dire que j'étais opposé à faire payer Notre-Dame. Le Louvre est déjà assez cher, c'est 22 € l'entrée si je ne m'abuse. Alors on parle maintenant de faire payer plus cher les visiteurs extra-européens. Pourquoi pas, mais il ne faut pas non plus que ça devienne, on ne va pas les faire payer 40 €. Donc oui, pourquoi pas, mais c'est une solution, c'est pas une vraie solution. Posons d'abord les problèmes, et les problèmes actuellement, je ne sais pas comment est-ce qu'ils sont bien posés au Louvre et quelles sont les solutions, on verra ensuite. Alors, on parlait de la Joconde. Je répète ce que dit Linda Lenné. Ne pas avoir vu la Joconde, c'est avoir raté sa visite du Louvre. Eh bien, c'est vrai que quand on va au Louvre, tout le monde veut voir la Joconde. Du coup, il faut jouer des coudes. Et quand on aperçoit la Joconde, c'est derrière une forêt de téléphones portables. Regardez ce reportage assez ahurissant de Gian Benzina. Si vous vous demandiez ce que regarde la Joconde, c'est ça. Des visages alignés sur plusieurs rangées. Ils sont 20 000 à venir chaque jour du monde entier, prêts à jouer des coudes pour voir son fameux regard. Alors, après l'effort, y a-t-il vraiment l'émerveillement? Nous aussi, nous avons tenté notre chance. La Joconde, la Joconde, la Joconde, la Joconde, la Joconde, la Joconde. Là-bas, moi, il y a 80% des visiteurs d'aujourd'hui qui vont prendre le même chemin que moi. Pour la retrouver dans les 60 000 mètres carrés des immenses galeries du Louvre, le parcours est fléché. Mais une fois entré dans la salle de la Joconde... Si je veux voir le tableau, je vois pas grand-chose. Je vois surtout des bras et des téléphones qui essayent de me prendre en photo. Je vois rien. Pas facile de l'immortaliser sans gêner son voisin.
Vous la voyez là? On essaye de se décaler un peu pour la voir parce qu'il y a pas mal de monde. Du coup, sur votre dessin, il y aura la Joconde ou il y aura surtout les têtes des gens devant? Alors, la Joconde et les têtes des gens, du coup. Ça fait partie du tableau presque. Voilà, c'est ça. C'est pas facile de la trouver, elle est tout au fond. Mais ça vaut le coup, ça fait comme une chasse au trésor. On s'attend à ce que ça soit incroyable, mais ça l'est encore plus quand on y arrive, quoi. Nous tentons une approche à travers la foule. Je par ici, j'en profite. En moyenne, chaque visiteur a 15 secondes pour voir la Joconde dans de bonnes conditions. Donc là, il faut vraiment que j'en profite. Lors de notre venue, la circulation reste fluide. Mais sur les réseaux sociaux, les visiteurs se plaignent régulièrement d'une salle bondée. Conséquence, sur certains sites, la Joconde recueille 37% d'avis négatifs. Pas de quoi faire retomber l'enthousiasme des touristes pour le musée le plus visité du monde. Alors, Jean Viard, votre réaction sur cette obsession de la Joconde, je reprends ce que dit Linda Lenné, ne pas avoir vu la Joconde, c'est avoir raté sa visite au Louvre. Oui, mais aussi sa visite de la France. Enfin, c'est comme la Tour Eiffel. Enfin, je veux dire, la Joconde, ça fait partie des quelques gloires nationales gigantesques et légitimes en plus. Hein. Moi, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on entasse les gens comme des lapins pour leur faire payer pour regarder un tableau. Enfin, je veux dire, je comprends pas. Moi, je comprends pas qu'il n'y ait pas une salle dédiée. Je comprends pas qu'il n'y ait pas une entrée directe. À la limite, il y aurait la moitié des gens qui rentreraient plus dans le Louvre et y paieraient pour le truc. Vous voyez, c'est là où je comprends pas. Mais je pense aussi qu'on peut difficilement gérer une aussi grosse structure avec le statut de la fonction publique. Parce que les horaires, tout ça, souvent, je m'arrive plusieurs fois à discuter avec les ministres, je leur dis, quand est-ce que ça sera ouvert tous les jours? Et alors on répond, c'est pas possible, le ménage. Je dis, mais vous rigolez, l'Euro Disney, vous confieriez le Louvre à Euro Disney, je vous assure qu'il serait ouvert tous les jours jusqu'à minuit et qu'il serait propre. Donc je ne veux pas du tout en faire appel à Euro Disney, mais ce que je veux dire, c'est que c'est possible, mais dans des cadres différents, d'une pensée différente. Parce que ce qu'on offre aux gens, franchement, ça leur fait pas un beau souvenir de France, et ça, je trouve ça normal, parce que vous savez, l'intérêt de voir les musées français, c'est d'aimer la culture française, et après dans le monde entier, d'abord on aime la France, et en plus on aime les objets français. Le succès des produits comme L'Oréal, tout ça, c'est à cause de la force de nos images culturelles. Donc quand on balaye, quand on rend négatif un voyage, eh bien en fait on perd, j'allais dire, des clients pour acheter des sacs à main, des parfums, des voitures, et je trouve ça très dommage, parce que c'est vraiment notre publicité planétaire qui est... C'est ça la culture française, et le tourisme, et le Louvre. Donc il faut commencer business. Je apparaît comme un afro-capitaliste, mais je suis scandalisé par la façon dont tout ça est bloqué depuis des années et des années. Didier Rickner, si la France est numéro 1 mondial du luxe et arrive à vendre des sacs à main hors de prix dans le monde entier, c'est parce qu'elle surfe sur la Joconde, la Tour Eiffel et Versailles? Ça, je ne sais pas. Alors, ça, faut demander à des spécialistes marketing. Ce qui est sûr, c'est que je suis d'accord sur le fait et c'est ce que veut également Laurence Descartes, qu'on isole la Joconde. Ça fait longtemps que je pense. Qu'on la sorte du musée du Louvre? Non, je pense qu'elle doit rester au musée du Louvre, mais la mettre ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut la mettre en sous-sol, etc. Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai. Pourquoi la Joconde? Alors la Joconde, depuis qu'elle a été volée au début du XXe siècle, elle bénéficie d'une aura extraordinaire, alors qu'il y a d'autres tableaux de Léonard de Vinci. Elle est déceptive ou pas? Parce qu'elle est petite quand on la voit. Ça déçoit parce qu'on ne voit rien, surtout, parce que dans cette salle, on ne peut rien voir. Il y a trop de monde, elle est dans un coffre, enfin c'est n'importe quoi. Il y a d'autres tableaux de Léonard de Vinci que les gens vont moins voir et qui ne sont pas forcément moins beaux. Et puis il y a toute la peinture vénitienne dans cette salle avec des chefs-d'œuvre. Un tableau que personne ne connaît, Lorenzo Lotto, le Christ portant sa croix, on voit les larmes qui perlent, c'est absolument dans la même salle. Hein. C'est dans la même salle, personne ne le regarde. Il y a même le plus grand tableau, un des plus grands tableaux du monde, et certainement le plus grand tableau du Louvre, Les Noces de Cana de Véronèse, qui fait face à la Joconde et que les gens ne regardent pas vraiment. C'est un peu un papier peint pour eux. Donc il y a un vrai problème. Il faut la sortir de cette salle, et en plus ça draine tellement de monde que tout autour, on ne voit pas les œuvres. Donc il y a un problème. Maintenant, posons-nous la question comment le résoudre. Je ne suis pas complètement certain que les réponses que va apporter cet après-midi. Vous disiez qu'il ça existe des spécialistes de la gestion des flux. Hein. Bien sûr, ça c'est de l'organisation. Hein. Moi, très bizarrement, avant, il y a très longtemps, j'ai été consultant en organisation. Je faisais de l'histoire de l'art parallèlement, mais j'ai été consultant en organisation. Il y a des spécialistes, des consultants, des experts qui gèrent les flux, qui savent gérer les flux, soit à Euro Disney, soit ailleurs, pour que les gens se répartissent mieux dans les salles, par exemple. Il faudrait que les gens se répartissent mieux dans les salles. Et ça passe aussi par de nouvelles entrées. Peut-être pas une nouvelle entrée énorme, comme on veut le faire, semble-t-il, mais par de nouvelles entrées. Et il y a une entrée quand même qui existe du côté de la Porte des Lions, où les gens peuvent rentrer facilement. Il faut des entrées pour les gens qui veulent aller ailleurs. Linda Lenné, qu'est-ce que ça dit de nous quand on voit la Joconde? On sort tous notre téléphone portable, ce qui fait que c'est un peu... une personne le fait très bien, mais comme on le fait tous, c'est un peu grotesque, quoi. En fait, on ne voit pas la Joconde, on voit notre téléphone portable qui, lui, voit la Joconde. Oui, tout à fait. Avant de vous répondre, j'aimerais revenir sur, effectivement, la
des spécialistes de la gestion des flux. Effectivement, il en existe en France. Il existe des start-up qui sont spécialisées en la matière et le musée du Louvre fait appel à ce type de start-up pour justement bien mesurer déjà l'affluence dans chacune des salles, pour voir aussi où sont les goulets d'étranglement. Des fois, c'est au niveau d'une salle, parce qu'il y a une pièce maîtresse. Des fois, c'est à l'entrée, parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes pour fouiller les sacs. Donc, ça effectivement, nécessite de mettre des capteurs, des caméras pour bien identifier les problématiques et ensuite évoquer des solutions. Donc, des solutions qui peuvent être tout simplement un nouveau parcours de visite, qui peuvent être de nouvelles entrées, qui peuvent être également des solutions de gestion des prix, de fluctuation des prix, pour finalement permettre, comme dans les parcs d'attractions, d'attirer des visiteurs sur les plages horaires où il y a le moins de monde. Ce que ça dit de nous, c'est qu'effectivement, on a des totems, on a envie de cocher les cases, et c'est notamment la conséquence du développement d'Instagram. Hein. Pour l'illustrer, en France, chaque jour sur Instagram, il y a 22 millions de visiteurs uniques. 22 millions. Donc, c'est un carrefour d'audience gigantesque. Et aujourd'hui, c'est vrai que si vous regardez sur Instagram, bien sûr que la Joconde apparaît dans les sujets les plus identifiés. Maintenant, au musée du Louvre, de justement se servir de ce type de levier pour attirer changer le curseur pour finalement attirer vers d'autres chefs-d'œuvre. Il y en a d'autres, vous le disiez à l'instant. Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer un concours du meilleur tableau en dehors de la Joconde, donc lancé sous l'impulsion du musée ou bien de micro-influenceurs qui vont s'en amuser et qui vont du coup faire émerger d'autres pépites. Il y a beaucoup d'autres pépites, mais à nous de nous servir du digital pour justement changer un peu les imaginaires, raconter d'autres choses, développer des récits totalement nouveaux. Le musée le fait déjà, mais pas suffisamment. Jean Viard, votre regard sur l'influence des réseaux sociaux sur le tourisme, c'est Jérôme Fourquet, il dit il y a la France qui passe des vacances instagrammables, ce sont des photos qu'on peut mettre sur Instagram et dont on est fier, et puis il y a la France qui passe des vacances non instagrammables. Ce que je veux dire par là, c'est que la Joconde, ça fait chic quoi, de l'avoir sur son Instagram. Quand on est, je sais pas, même australien, japonais, etc., on a réussi sa vie. Oui, non, mais c'est vrai, mais c'est quand on voyage à l'étranger, c'est toujours un peu la même chose, si vous voulez. Je veux dire, on peut tous critiquer, en même temps, on le fait tous. Enfin, moi, j'ai pas fait de photo de la Joconde, hein, mais peut-être parce que j'y suis allé quand on n'avait pas de téléphone portable, où je me serais senti ridicule. Mais vous savez, on a eu des discussions il y a 30 ans sur le Louvre. Je me rappelle très bien, notamment avec Michel de Messine, quand elle était ministre du Tourisme. J'ai l'impression que rien n'a changé. J'ai entendu les mêmes discussions. Alors oui, bien sûr, voyager, c'est se raconter une histoire. Donc, on se raconte avant, je vais aller à Paris, etc. Alors, Paris, la ville de l'amour, etc., la ville de la culture. Après, on est à Paris, il faut envoyer à ses amis des preuves qu'on y est, parce que là, on gagne en estime de soi, on va dire les choses comme ça. Et puis après, on revient et on a la photo. Donc, c'est vrai qu'on y est allé. Moi, j'aurais tendance à faire 5 ou 6 salles avec des fausses Jocondes pour les photos. Et à interdire les photos dans la salle, il y a le vrai tableau. Parce que pour la photo, c'est pareil, que ce soit une vraie Joconde, une fausse Joconde, ça n'a aucun effet. Donc on pourrait leur faire des studios avec la Joconde tout seul, ils seraient devant et tout. Vous voyez, on peut aussi penser à ça, parce qu'après tout, pourquoi les gens n'ont pas le droit d'avoir une photo avec la Joconde et eux, bien tranquillement installés pour 15 €? Bon, moi je verrais ça très bien. À un moment, il faut entrer dans ce monde numérique et essayer de ne pas s'en faire un adversaire, mais se dire effectivement, il y a avoir une œuvre d'art, c'est une chose, avoir une mémoire à construire, peut-être avec une copie, c'est pas grave. Vous voyez, sur tout ça, mais il faut qu'on se déploie, quoi. On est dans une logique administrative pour gérer un phénomène mondial. Donc forcément, ça s'étouffe, ça marche pas. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est le premier secteur économique de France, si on met la culture et le tourisme. Il y a longtemps qu'il devrait être fusionné. Le Louvre, c'est une entreprise culturelle, incontestable, mais 3/4 des visiteurs sont des étrangers. Et ils viendraient pas s'il n'y avait pas le Louvre. Donc je veux dire, quelque part, c'est du business pur. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je pense que la différence entre français et étrangers. Pourquoi est-ce qu'un Danois paierait le même prix, moins cher, parce qu'il a financé le Louvre? On peut considérer que les Français, ayant financé le patrimoine par leur mémoire collective, ils n'ont pas le même prix que les autres. Mais pourquoi est-ce qu'après, c'est l'Europe? C'est pas l'Europe, c'est un musée français, financé par les Français, depuis 1000 ans. Hein. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Didier Rickner, est-ce que aller au musée, c'est un truc de touriste? Est-ce que les habitants s'approprient le musée de leur propre ville ou paradoxalement,
ce sont les derniers à y aller. Et ils vont plus volontiers au musée, je sais pas, quand ils font un voyage à Londres ou à Florence, que quand ils sont chez eux à domicile. Alors, c'est possible. Moi, je n'ai pas étudié la sociologie des gens qui visitent les musées. Mais est-ce qu'on fait un musée essentiellement quand on est en voyage ? Je crains que certains le fassent, mais on ferait venir plus de Parisiens au Louvre et de Franciliens au Louvre si on ouvrait donc davantage le musée. Si le Louvre était moins pénible à visiter, il y a des musées, beaucoup de musées à Paris qui sont moins pénibles à visiter que le Louvre et pour lesquels il y a des Français quand même. Hein. Donc, simplement, on est dans un monde où on veut absolument que tout le monde aille au musée. Il faut que le musée soit ouvert à tous. Il faut qu'il soit accessible. Ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire que depuis des années, on nous dit il faut forcer les gens à aller au musée. Ben non, s'il y a des gens qui veulent pas aller au musée, alors il faut les inciter, mais pas en faisant n'importe quoi. Et cette idée que tout le monde doit aller au musée, bah ça aboutit à des musées qui vont être surfréquentés. Il faut que tout le monde puisse aller au musée. Il faut inciter les jeunes, les enfants, par exemple, il faut qu'ils soient amenés à aller au musée quand ils sont en classe, etc. Et puis après, il y a des gens qui n'aiment pas les musées. Moi, je vais pas au stade. Je vais pas voir les matchs de foot. On ne demande pas à tout le monde d'aller voir des matchs de foot. Donc, pourquoi est-ce que tout le monde irait au musée ? Il faut simplement que tout le monde puisse aller au musée, tout le monde ait la possibilité, ça soit facile pour tout le monde d'aller au musée. Donc, est-ce qu'il faut... je ne suis pas d'accord non plus avec l'idée de faire des fausses Jocondes pour prendre des photos. Alors, d'ailleurs, les statues, le David, c'est à Florence, c'est le faux, celui qu'on voit. David, on voit le vrai au musée de l'Académie, parce qu'il a été rentré pour des raisons de conservation, et sur la place de Florence, c'est une copie. C'est pas tout à fait la même chose. C'est un peu comme à Paris, place de la Concorde, on a des copies, et les vrais sont au Louvre. Place de la Concorde, on a des copies de quoi ? Les chevaux de Marly. Ah oui. De Coustou. Ils sont les 4 chevaux qui sont de part et d'autre de la place de la Concorde. Ce sont des copies parce que les authentiques s'abîmaient et ils ont été rentrés au Louvre. Est-ce que de plus en plus on n'a pas des copies comme des fausses grottes de Lascaux ? Est-ce que c'est une tendance ? Alors la grotte de Lascaux, oui, pour des raisons de conservation encore. Voir la grotte de Lascaux, ce n'est pas voir la vraie grotte. Une copie, ça n'est pas... Alors c'est très bien fait, hein. Et pour la grotte de Lascaux, on n'avait pas trop le choix parce qu'on ne pouvait pas continuer à laisser rentrer n'importe qui, tout le monde, je veux dire, dedans. Même moi, je ne suis jamais rentré dans la grotte de Lascaux, malheureusement, j'aimerais beaucoup. Mais simplement, c'est assez rare qu'on fasse des copies pour... Des copies en extérieur, on en fait, oui, parce que les sculptures s'abîment et on expose les originaux dans les musées. Ce sont bien les originaux, parce que moi je me demande toujours si c'est pas une copie et le vrai il est à la cave. Il y en a même qui disent que la Joconde actuellement c'est une copie, j'ai lu ça, et que non, c'est le vrai bien sûr. Mais simplement, voilà, les originaux sont dans les musées et quand on ne peut pas exposer ailleurs, on rentre les sculptures et on les expose dans un musée. Mais exposer volontairement des faux dans un musée ou des copies dans un musée, moi je suis très opposé à ça. Alors, le président qui s'exprimera donc cet après-midi pour rénover le musée du Louvre après le succès de la rénovation de Notre-Dame, puisque 5 ans après l'incendie, eh bien, la réouverture attire beaucoup de touristes et c'est évidemment ce dont se félicitent tous les commerçants du coin. Voyez ce sujet de Lucas Franchino. File d'attente de plusieurs centaines de mètres pour espérer voir Notre-Dame dans sa nouvelle robe. François Notte est venu d'Alsace. Alors, il faut s'organiser 3 nuits d'hôtel et pour le repas, direction le restaurant. On vit à la parisienne pendant 4 jours, là. Ouais, on profite des commerces ? Des commerces, des restaurants, des brasseries et plein de bonnes choses. La cathédrale devrait accueillir 15 millions de visiteurs en 2025, contre 10 à 12 millions les années précédentes. Une affluence profitable pour les commerçants aux alentours. J'arrive de Biarritz et j'en profite d'avoir un petit rendez-vous à faire pour retrouver ma tati. Est-ce que quand on vient visiter Notre-Dame, on en profite pour visiter les commerces à côté, boire un café ou... Ah bah oui, c'est obligatoire. Ouais, on va prendre un petit temps pour ça, oui. Alors, Jean Viard, c'est devenu un hit, la Notre-Dame. Votre regard sur ce retour flamboyant de Notre-Dame ? Flamboyant, pardon pour l'adjectif, j'ai pas fait exprès en plus. Je pense que tu l'as pas. Mais non, mais simplement là-dessus, ne caricaturons pas. L'intérêt, c'est pas que les commerces autour puissent vendre un café. L'intérêt, c'est que ces populations, ces millions de gens, ils sont venus, ils ont pris le train, la voiture, l'hôtel, etc. Donc je veux dire, c'est ça l'ensemble de l'économie touristique. C'est pas simplement les commerces qu'il y a sur la place, quoi. Heureusement d'ailleurs. Bon, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a fait de cette reconstruction au fond un événement exceptionnel qui a été scénarisé par un drame. Et puis on a suivi. Et l'idée de le faire sur 5 ans, c'était malin parce que ça devenait
devenait un feuilleton. Donc on a créé un événement mondial et je pense que c'est remarquable, vous voyez, mais c'est vrai que ça renforce le poids du tourisme. On est la première année, je l'ai dit tout à l'heure, on a dépassé 100 millions de touristes. Donc ça a un effet d'augmentation. Alors on a beaucoup entendu pleurer pendant les travaux, puis après, etc., comme toujours en France, mais le résultat est magnifique. Et donc là, on dirait que d'un côté, on construit des choses pour qu'il y ait du monde, et puis comme on ne mène pas de politique, après on dit « Ah oui, il y a du surtourisme, il y a trop de monde ». Donc on est dans ce paradoxe, alors qu'on construit. Si on restaure le Louvre, on va encore augmenter la fréquentation, et c'est une très bonne nouvelle, mais il faut qu'elle soit intégrée dans un projet culturel, technique, etc. Vous voyez, moi, mon rêve, c'est qu'il y ait un double numérique du territoire, et que je puisse savoir l'année dernière, à telle date, est-ce que c'était bondé au Louvre. Depuis, vous voyez, c'est resté tellement simple d'enregistrer toutes les entrées dans tous les trucs partout. Je veux aller voir le Louvre à quel moment? Ou alors, est-ce que je peux retenir une bonne place dans un an? Peut-être une nuit, mais je préfère aller dans un an la nuit. Je vais aller combien de fois dans ma vie au Louvre? Peut-être 2 fois. Donc, bon, il n'y a encore pas tous. Donc, ceux qui veulent y aller, parce que je suis d'accord, notre boulot, c'est pas de l'obliger les gens, c'est rendre possible l'accès à la culture. Il ne faut jamais se tromper. On n'est pas des donneurs d'ordre, on n'est pas des moralisateurs, ce qui est trop souvent le cas des politiques. Et donc, je crois que c'est un peu tout ça qu'il faut se poser. Et Notre-Dame, c'est une parfaite réussite. Tant mieux, c'est pas parce que c'est Emmanuel Macron qui l'a fait qu'il faut en dire du mal. Et je crois que le Louvre, ça pourrait être la même chose. Finalement, ça serait déjà ça d'acquis et ça serait une très bonne nouvelle. Linda Lenné, d'abord votre regard sur ces monuments comme le Louvre qui attirent des millions de touristes. Et Jean Viard le disait à l'instant, on a dépassé la barre des 100 millions. Je me souviens que c'était Laurent Fabius, je crois, qui avait donné cet objectif. Exactement. Et, et ça a été à peine célébré, tout comme si... en même temps, on se disait, est-ce que c'est pas trop? Et est-ce qu'il ne faudrait pas maintenant stopper le tourisme pour éviter le surtourisme? Alors, on a une victoire honteuse, on a l'impression. Alors, en fait, sur ce sujet-là, déjà, le cap des 100 millions a été atteint. Effectivement, c'était l'objectif qu'avait fixé Laurent Fabius quand il était ministre des Affaires étrangères, donc en 2014. Il avait donné ce cap alors même que la France accueillait environ 84 millions de visiteurs étrangers. Donc, autrement dit, en l'espace de 10 ans, malgré la cassure du Covid, qui a quand même entraîné la fermeture des frontières et les déplacements limités, eh bien, on a réussi à faire progresser le tourisme international en France, en nombre de visiteurs, de 20%. Donc, c'est considérable. Ils ont dépensé 71 milliards d'euros l'an dernier en France. 71 milliards d'euros en France, plus 12%. Néanmoins, vous le savez aussi, l'Espagne, qui est notre grande concurrente, a annoncé, elle, 2-3 jours plus tôt, qu'elle avait, elle aussi, atteint un record de 94 millions de visiteurs étrangers. Et donc, ça veut dire que, très rapidement, le gouvernement français, quand même, a dit cocorico et a posté sur les réseaux sociaux le fait que, oui, on avait atteint ce fameux chiffre, ce fameux cap symbolique des 100 millions, et qu'en plus, on restait la première destination mondiale. Donc, néanmoins, il y a une forme de fierté de la part du gouvernement français, parce que la France, elle rayonne. Elle rayonne par sa culture, grâce à Notre-Dame de Paris, grâce au Louvre. Donc, c'est du soft power pour beaucoup de pays. Et c'est effectivement source de recettes, source d'emplois. Donc, il y a quand même une certaine fierté. Néanmoins, le gouvernement, maintenant, avance à pas feutrés et communique beaucoup sur la qualité du tourisme. C'est-à-dire qu'au-delà du chiffre symbolique des 100 millions de visiteurs étrangers, le message que souhaite faire passer le ministère, c'est qu'on veut augmenter la recette, qui est plus faible qu'en Espagne. L'Espagne nous donne le pion au niveau des recettes, par visiteur et puis au global. Hein, parce qu'on a beaucoup de touristes fantômes, en fait. Parce qu'un touriste, c'est une personne qui passe une nuit sur un territoire. Exactement. Donc un Belge qui va en Espagne, s'il dort une nuit à Valence, voilà, effectivement. Ou à Lyon, c'est un touriste. Dans le tourisme français, il y a du tourisme de passage, voilà. Environ 20%. Ça veut dire qu'au final, la recette unitaire va être moins élevée si pendant une nuit, vous dormez à l'hôtel ou chez des amis. Par ailleurs, il y a aussi une offre hôtelière beaucoup plus importante en Espagne qu'en France, où le camping est en pourcentage plus important. Donc, tous ces facteurs contribuent au fait que les recettes globales, les recettes internationales globales en Espagne sont plus fortes qu'en France. Didier Rickner, quand on voit ces chiffres du tourisme, on se dit, pour les musées, c'est quand même du pain béni, ça, non? Oui et non, parce que je dirais que la France est comme le Louvre, il faudrait mieux gérer les flux. Ouais, votre problème, c'est d'avoir trop de visiteurs, quoi. Il y a des endroits où il y a trop de visiteurs, il y en a où il n'y a pas assez. Il y en a pas assez. Hein. Il y a clairement des musées en province où il n'y a pas suffisamment de visiteurs.
Donc, c'est vraiment, il faudrait réfléchir à comment est-ce qu'on peut amener à intéresser les visiteurs et les touristes à visiter autre chose que toujours les mêmes lieux. Vous avez un bon plan, j'ai l'impression, vous connaissez tous les musées. Un plan ? Ouais, un truc en vacances, un musée qu'on devrait aller visiter. Un musée, il y a des musées, il y a le musée de Fabre de Montpellier, le musée des Beaux-Arts d'Orléans, qui sont des musées formidables, qui ont une politique très dynamique. Il y a beaucoup de musées très importants en France, oui. Et ben voilà, donc Orléans et Montpellier, c'est sur ces deux petits conseils de visite que se termine cette émission. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci Jean Viard. Vous restez sur France Info et on se retrouve demain pour un nouvel Info C'est Clair. Bonne journée sur France Info.